Non. Oui. Non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Non. Oui. Non. Oui. De quoi vous parlez, les gars? Ah, c'est parce qu'on essaye de se mettre dans la peau des jeunes papas. On s'obstine à savoir c'est quoi qui est le moins dommageable au niveau de l'environnement. Des couches lavables ou des couches jetables? Puis vu qu'on est des gars, ben on pense tous les deux avoir raison sans écouter l'autre, tu sais. Comme l'autre, là, il pense que c'est les couches lavables. Tu sais, voyons donc, il faut les laver, ça prend de l'eau sans bon sens. C'est évident que c'est des couches lavables, là, les déchets pis tout, c'est comme logique. Ben, je vous dirais de prime abord qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre. Bon, merci. Mais c'est une question compliquée, hein? Plus compliquée qu'on pense. En fait, les couches, ça nous oblige à regarder le cycle de vie des objets. En fait, ça mérite une chronique. Puis vu que c'est une question qui comporte plusieurs aspects, hein, où est-ce qu'il y a plusieurs volets, plus qu'un étage. Ah non, s'il te plaît, dis-le pas. Ben, c'est une réponse qui va comporter plusieurs couches. Oh, il est très bon le café. Les couches jetables sont une source de pollution considérable. On estime qu'un enfant qui utiliserait juste des couches jetables jusqu'à sa propreté, soit une période qui peut varier de 2 à 4 ans, va produire environ 1 tonne de déchets, ou si vous préférez, entre 4500 et 6000 couches jetables à usage unique. Cette tonne-là de déchets va prendre 4 à 500 ans à se décomposer. Ouais, bah, je pense que la question est réglée. Produire des couches jetables pour un seul enfant nécessite l'utilisation de 67 kg de pétrole brut, l'abattage de 4 à 5 arbres et de nombreux produits chimiques dangereux. Autant dire que les couches produisent beaucoup de mal. Hey, on peut-tu pas faire des jokes de toilette, là? Je veux dire, avec un sujet de même, on s'en sortira jamais. Il faut pas sous-estimer le rôle social qu'a pu jouer les couches jetables à un certain moment. Depuis la nuit des temps, on utilise des couches dans divers tissus lavables. Quand la couche jetable a fait son apparition à peu près au milieu du 20e siècle, ça a eu l'effet d'une petite révolution. Il faut dire qu'à l'époque, les femmes s'occupaient seules de familles plutôt nombreuses. Aujourd'hui, les couches lavables refont leur apparition. C'est pas juste un effet de mode ou de la nostalgie mal placée. Il y a plusieurs changements qui se sont mis en place ces dernières années qui ont permis un retour des couches lavables. La plupart des familles maintenant possèdent une lessiveuse électrique. Les familles sont moins nombreuses et les pères s'impliquent de plus en plus dans les soins apportés aux nouveau-nés. C'est encore drôle! Il est vraiment bon ce café. Les couches lavables d'aujourd'hui sont très différentes de celles qu'utilisaient nos grands-mères. Elles sont plus esthétiques, on en trouve plusieurs modèles. Elles sont souvent fabriquées pour maximiser le lavage. On en trouve dans plusieurs tissus aussi. Il y a du coton, il y a du chanvre. Mais ça ne veut pas dire que les couches sont lavables, qu'elles sont complètement sans impact pour l'environnement. En fait, ça c'est vrai pour l'ensemble de nos produits de consommation. C'est ça que je disais, faut les laver, ça prend de l'eau. Tu sais, là, on en a parlé l'autre fois là, de l'usage qu'on fait de l'eau potable, puis il me semble qu'on avait nos réserves. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Les couches lavables ne vaudraient pas la peine parce que justement, il faut les laver, ce qui demande de l'eau et de l'énergie. Mais ce qu'on oublie de mentionner dans ce temps-là, c'est que la fabrication des couches jetables demande elle-même énormément d'eau et d'énergie. En fait, un enfant qui utilise juste des couches jetables va générer l'utilisation de 107 000 litres d'eau. Ça, c'est déjà 2 fois plus d'eau que si on lui lavait ses couches. Et voilà, j'ai gagné! C'est l'heure d'inaugurer mon nouveau segment! Conseil pratique! Pour utiliser des couches lavables, vous aurez besoin d'une laveuse et d'une sécheuse. Mais ça,
Vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Vous aurez également besoin d'une poubelle comme ça qui se ferme avec des clips, de petites lingettes en coton comme ça pour essuyer les foufounes. Il y a une mode que vous prenez un vieux t-shirt d'Iron Maiden pour faire vos lingettes. Mais si vous n'avez pas envie de salir Bruce Dickinson, vous pouvez prendre un vieux drap de fond, là, c'est correct aussi. Peace of Mind, là, c'est vraiment leur meilleur album, tu sais. Je veux dire, il y a eu Power Slave juste après, là, d'accord, là, mais c'est vraiment sur Peace of Mind qu'on sent toute la complexité des guitares progressives. Vous aurez besoin d'un petit push-push pour laver les foufounes. Vous aurez aussi besoin d'un rouleau de papier de bambou biodégradable comme celui-là. D'habitude, ça, on trouve ça dans les boutiques zéro déchet. Les lingettes, c'est pour retenir les excréments solides quand un bébé commence à manger et à faire des petites crottes. Donc, vous ramassez la feuille de bambou qui se biodésagrège et puis vous la jetez dans la toilette et vous dites bye bye. Les couches lavables, ils sont faites avec des petites inserts. Alors, vous les mettez et puis vous pouvez les retirer une fois que votre enfant a fait ses besoins. Vous la mettez dans la poubelle avec le couvercle qui se ferme. Et puis éventuellement, un signe devrait vous indiquer que c'est le temps de les laver. Il faut faire un premier rinçage à l'eau tiède. Ensuite, vous pouvez partir un cycle de lavage régulier avec un antibactérien végétal disponible à une boutique zéro déchet. De retour après la pause. Je disais donc, l'exemple des couches est intéressant parce qu'il nous oblige à regarder le cycle de vie d'un objet. C'est un exercice qu'on ne fait pas assez souvent. En fait, souvent, on n'est pas assez outillé ou pas assez informé pour le faire. N'importe quel objet qui est fabriqué par des humains passe à travers un cycle de vie duquel on peut identifier au moins 5 étapes. Premièrement, il y a l'extraction des ressources. Quelles ressources sont nécessaires à la fabrication de l'objet et comment on les extrait. Deuxièmement, il y a la fabrication de l'objet. À peu près tous nos biens de consommation aujourd'hui demandent de l'eau et de l'électricité. D'où provient l'électricité? Est-ce que ça vient d'une usine de charbon ou d'une bonbonne de propane qui fuit de chez mon oncle ou encore des éoliennes ou de l'hydroélectricité? Troisièmement, il y a le transport. De l'usine de fabrication jusque chez vous, il faut faire transiter la marchandise, souvent dans plusieurs moyens de transport, si ce sont des marchandises d'outre-mer. Combien de milliers de kilomètres voyagent vos vêtements, votre table de bureau, votre petite gogosse Wish à 1$ avant d'arriver chez vous? On ne le dira jamais assez, d'un point de vue environnemental, c'est toujours mieux de privilégier l'achat local. Quatrièmement, il y a la durée de vie utile d'un objet, ou la période pour laquelle vous allez l'utiliser. Est-ce que c'est une gogosse que vous allez jeter après quelques minutes ou vous allez en faire un usage plus prolongé? Et pour combien de temps? Si votre objet a nécessité beaucoup d'énergie lors des 3 premières phases, mais qu'après ça, vous allez en faire un usage intensif pendant 12 ans, ça vaut peut-être la peine. Aussi, il faut se demander si l'objet en question va avoir un impact environnemental pendant son utilisation. C'est le cas des véhicules à combustible fossile, par exemple. Cinquièmement, il y a l'après-vie des objets ou la gestion des déchets. Idéalement, on devrait être capable de donner ou de vendre des objets qui sont encore utilisables mais dont on n'a plus de besoin. Sinon, on devrait être capable de les composter, de les recycler ou de les utiliser à d'autres fins. Si on doit absolument le jeter, il faut considérer le temps nécessaire à l'objet pour se dégrader dans l'environnement. On remarque souvent une seule étape du cycle de vie d'un objet, celle qui nous apparaît la plus évidente. Mais c'est seulement après avoir regardé tout le cycle de vie d'un objet qu'on est capable d'établir une comparaison fiable. Il est vraiment bon ce café. Boisé, complexe, me rappelle mon cégep. Dans la situation qui nous intéresse, ce que démontrent les études, c'est que les couches lavables l'emportent haut la main. Conseil pratique! Conseil pratique! Ce qu'il y a de bien avec les couches lavables, c'est qu'elles sont évolutives. Alors, elles sont dotées de petites snaps, comme ça, ici.
Elles sont donc faites pour s'adapter à la taille de votre adorable petit trésor qui bientôt va vous quêter de l'argent pour aller s'acheter de la bière illégale cheap dans un dépanneur de Parc Extension. Plusieurs formats et plusieurs designs existent. Moi, je vous conseille de les varier parce que un format peut faire l'affaire à un certain moment de la vie et puis après, ça sera un autre. On fait une pause! Même en tenant compte de l'eau et de l'énergie nécessaire au lavage, les couches lavables utilisent jusqu'à 3 fois moins d'énergie que les couches jetables. C'est au niveau de la gestion des déchets que les gains sont les plus grands. Les couches lavables utilisent jusqu'à 90 fois moins de ressources non renouvelables que des couches jetables. On mentionnera aussi qu'à chaque année, 60 000 tonnes de couches sont enfouies au Québec. C'est le 3e déchet en importance dans la province. Les couches lavables, c'est aussi profitable au niveau économique. Sachant qu'un lot de 30 à 40 couches peut suivre aisément un enfant jusqu'à son apprentissage à la propreté, ça vaut peut-être la peine d'investir dans un lot d'environ 500 $. Ça peut paraître être une grosse dépense, mais c'est pas mal plus profitable que de dépenser 35 $ à chaque semaine pendant des années. Un lot de couches lavables peut vous faire économiser à peu près 2500 $ par année. Ouais, mais des couches jetables, là, c'est quand même pratique dans un sens. Tu sais, mettons que moi, là, j'ai pas envie de jouer dans la marde, là. Dites-vous une affaire, si vous êtes des futurs parents et que vous voulez opter pour des couches jetables parce que ça vous tente pas de jouer dans les excréments de votre mignon petit rejeton, couche lavable ou jetable, vous allez avoir de la marde ses doigts à un moment donné. Je parle par expérience au nom de tous les parents. Ouais, c'est comme les gens qui veulent pas composter parce qu'ils trouvent que ça pue. T'sais, ils ont jamais senti leur poubelle, eux autres. Hey, veux-tu bien? Mais pourquoi il faudrait absolument se cantonner à 100% à l'une des deux options? Je vais vous faire une confidence. Moi, mon fils, avant d'aller se coucher, il mettait une couche jetable. Ça faisait en sorte que, au lieu de jeter 12 couches par jour, j'en jetais juste une la plupart du temps. En plus de ça, les couches jetables m'ont sauvé la vie pendant les expéditions de plusieurs heures à l'extérieur de la maison. Ne pas faire le processus à 100%, c'est pas un constat d'échec. Ça signifie pas la mort de votre enfant. Si vous utilisez des couches lavables, je sais pas moi, 70% du temps, ça veut dire probablement que vous utilisez 70% moins de couches. C'est ça que ça veut dire. Conseil pratique! Ok, c'est beau! Ce que je voulais dire, c'est qu'au bout d'un temps, là, c'est normal là, si vos couches ils sentent la ferme et puis qu'ils soient tachés, là, c'est normal. Là. Dans ce cas-là, ce que vous avez à faire, là, c'est juste de rajouter du bicarbonate de soude à votre brassée si ça sent un peu fort. Aussi, vous pouvez faire sécher vos couches au soleil, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, ça détache. Pour vrai, le soleil, ça détache. C'est ça, là, c'est tout ce que je vais dire dans le fond. Ce que je vous conseille de faire pour commencer, c'est de vous acheter un lot modeste. 5 ou 6 couches pour commencer. Regardez jusqu'où vous êtes prêt à aller, ce que votre enfant et vous êtes capables de faire. On s'en sortira pas si on essaie d'être parfait dans tout. La minute qu'on va se tromper ou qu'on va flancher, on va être fâché et puis on va tout abandonner. Le vrai travail, c'est si tout le monde essaie de faire son maximum en acceptant d'être imparfait. Oh, c'est beau ça! Ouais, je sais. Pipi caca! Je devrais faire de la pub en fait pour financer mes vidéos. Ouais. Tu sais, la pub des produits qui en valent la peine, là, bio, éthique, équitable, des trucs comme ça, là. J'ai dit que j'en ferais pas pour ces vidéos-là parce que ça va un peu à l'encontre de ce que je fais, mais s'il y a un annonceur qui est bien intentionné puis qui veut que j'y fasse des placements de produits, je vois pas pourquoi je refuserais, tu sais. De toute façon, personne n'est parfait.